Merci. Donc, d'abord, je remercie Florence, c'est Florence qui m'a invitée. Je remercie donc l'organisatrice et ses collaborateurs de m'avoir invitée. Et même si je serai peut-être un peu en décalage avec les propos qui sont tenus ici et que je vais essayer de faire un lien un petit peu, je suis très contente d'avoir été invitée et d'avoir pu entendre tout ce qui est dit depuis hier. Donc en ce qui me concerne, moi, je suis sociologue au CNRS et mes travaux ne se distinguent pas par un apport incontournable sur les questions dont on traite ici. Certes, je travaille dans un laboratoire du CNAM à Paris qui se nomme le LISE, Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique. Certes, ce labo s'affiche comme un lieu où l'on pense que la sociologie peut parler d'économie. Certes, nous revendiquons que nos approches traitent des faits comme des objets où le social et l'économique sont encastrés, mais bon, pour ma part, je l'ai surtout traité, cet encastrement, dans mes travaux à partir des pratiques sociales et non à partir d'institutions économiques. En parlant de mesures d'impact social et d'impact des mesures, il me semble que cet atelier aborde avant tout la question de la performance des instruments qui formatent le social, alors que moi, je regarde plutôt les gens qui saisissent ces instruments et qui, par leur pratique, les transforment en réponses stratégiques. A priori, donc, je n'ai pas grand-chose en commun avec les préoccupations qui nous rassemblent aujourd'hui, sauf que, comme on dit, en ce moment, je trouve que beaucoup de chemins mènent à Rome. Et manifestement, en ce moment, des expertises disciplinaires très diverses, des objets de recherche assez éloignés et des méthodes d'approche apparemment opposées débouchent sur un espace commun de réflexion, à savoir celui de l'investissement social. Et mesurer l'impact social est pour moi indissociablement lié au paradigme de l'investissement social. Comme parler de mesures d'impact me semble être un vocabulaire qui appartient à la grammaire de l'investissement social. Et je reviendrai plus tard là-dessus. Alors, quelques mots peut-être sur ma rencontre avec la notion d'investissement social. Je travaille depuis longtemps à partir de l'observation des pratiques sociales, je l'ai dit, sur celle des femmes, sur celle des jeunes, sur celle des familles des classes moyennes et populaires, qui à l'épreuve de ce que je pense être le basculement d'un monde. On n'a pas beaucoup parlé, je trouve, depuis hier, mais je pense qu'on vit un basculement aujourd'hui, basculement d'un monde. Toutes ces personnes que j'ai rencontrées, toutes ces enquêtes que j'ai faites, je me suis aperçue que ces femmes, ces jeunes, tous ces gens ne cessent d'inventer leur trajectoire de vie. Et en ce faisant, et en faisant le bilan de mes travaux pour l'écriture d'une HDR, je me suis rendu compte qu'en inventant 1001 façons de surmonter les obstacles de leur parcours avec leurs ressources personnelles, mais aussi avec les ressources institutionnelles mises à disposition par l'explosion de la politique sociale, des politiques sociales, familiales, de l'emploi, etc., je me suis rendu compte qu'avec ces ressources personnelles ou institutionnelles à disposition, qui pour surmonter la double journée de travail, qui pour surmonter la difficulté d'insertion professionnelle, qui pour surmonter la nécessité d'une reconversion, qui pour surmonter la déstabilisation familiale, eh bien ces hommes, ces femmes, ces jeunes, dans leur pratique, innovaient quotidiennement et ce faisant, préfiguraient et mettaient à l'épreuve le monde d'après. En cherchant à quoi on pourrait rattacher ce devenir en construction, je n'ai bien sûr rien trouvé de stable à disposition dans le savoir commun. Je n'ai bien sûr rien à proposer. En revanche, c'est ainsi que j'ai découvert que beaucoup de scénarios, plus ou moins utopistes, plus ou moins réalisables, se développaient néanmoins dans des sphères politiques, militantes ou savantes. Je me suis rendu compte aussi, il y a plusieurs années déjà, il y a une dizaine d'années maintenant, que mes préoccupations sociologiques, mes approches constructivistes, mes méthodes d'enquête qualitatives et mes terrains d'enquête localisés résonnaient profondément en cohérence avec la notion d'investissement social. Alors comment j'ai fait ce parcours? Eh bien, je remercie à nouveau, à cet égard Florence, car c'est dans le cadre du projet européen Dynamo, qui portait sur la dynamique des modèles d'emploi nationaux, qu'elle m'a demandé en 2005 de réfléchir sur l'orientation que prenait le modèle de protection sociale français.
En acceptant, j'ai alors découvert à cette occasion toutes les innovations contenues dans la mise en forme des nouveaux outils de portage social en France. Je me suis rendu compte qu'au-delà des apparences, un effort phénoménal était accompli pour penser l'État social dans des référentiels disruptifs. Tant pis, je l'ai dit, c'est un gros mot, c'est à la mode. On dit. Mais disruptifs au sens où les innovations qui s'en dégagent sont des ruptures, me semble-t-il, transformatrices, par opposition à l'innovation incrémentale, corrective, qui, elle, se contente d'optimiser l'existant. Et je me suis rendu compte aussi que ces référentiels reprenaient des terminologies de type nouveau, des terminologies qui circulaient dans des espaces publics moins locaux, moins nationaux que supranationaux. Des terminologies comme développement durable, cycle de vie, approche de la fréquence, capacité, vulnérabilité, activation, magistrature sociale et autres, et aussi, bien sûr, dans ces terminologies, celle de l'investissement social. Je me suis rendu compte enfin que ces référentiels appartenaient à un processus de reconstruction des catégories de l'action publique, puisqu'on retrouvait la plupart de cette terminologie dans les réformes en cours des pays, de tous les pays, qui repensaient ou qui construisaient l'architecture de leur protection sociale. Et c'est parallèlement à cette prise de conscience que j'ai découvert toute la proximité entre ce travail de reconstruction des catégories et des référentiels d'action. J'ai découvert donc toute la proximité de cela avec les pratiques sociales que j'observais sur le terrain. Parce que sur le terrain, en effet, j'observais quotidiennement des pratiques sociales en mal de traduction dans les catégories de l'action publique. Ce que faisaient les gens que j'observais n'entraient pour la plupart dans aucune de ces catégories, n'avaient aucun espace de reconnaissance. Et les gens ressentaient donc un fort déficit de sentiment d'appartenance. Combien ai-je rencontré de mères de famille non bénéficiaires d'allocations chômage, mais totalement mobilisées sur la recherche d'emploi ou la reconversion professionnelle, qui n'arrivaient pas à remplir mes fiches d'identité. Suis-je chômeuse, me disent-elles, suis-je inactive, suis-je active? Elles ne savaient pas répondre. Combien de jeunes ai-je rencontré sans ressources identifiables, mais qui se débrouillaient, qui étaient surbookés mais sans emploi, qui étaient en colère mais pas en galère, et qui ne savaient pas non plus répondre. Autrement dit, j'ai compris dès le début des années 2000 que d'un côté, la plupart des populations que j'observais parlaient de flou d'appartenance, de déni de reconnaissance, d'invisibilité, voire de sentiment d'imposture quand ils utilisaient pour s'en sortir des dispositifs de l'action publique pas faits pour eux. Et qu'à d'un autre côté, eh bien, je découvrais quand même une formidable machine à réformer qui était en marche. En France, comme dans la plupart des pays dans le monde. Alors je travaille maintenant depuis des années là-dessus. Et c'est sans doute ce qui a amené Florence à m'inviter au workshop d'aujourd'hui. Alors ma réflexion est plutôt tournée vers un paradoxe que nous ressentons. Enfin, mon travail depuis effectivement une dizaine d'années est tourné vers un paradoxe, celui que nous ressentons tous et que l'actualité ne dément pas. Et ce paradoxe, c'est pourquoi, comment peut-on penser qu'une formidable machine à réformer est en marche alors que dans la plupart des pays, et en France tout particulièrement, on ressent des atmosphères de fin de régime qui cognent sur un vide abyssal en matière d'alternatives crédibles. Donc je ne vais pas chercher à répondre à cette question, je vais plutôt essayer d'apporter mon regard décalé que m'a permis mon expérience de chercheur dont je viens de parler, pour essayer de montrer pourquoi, en revanche, la perspective de l'investissement social me semble pouvoir être justement cette alternative crédible, pour qu'on y travaille, peut-être qu'on y croit un peu plus. Je l'ai dit, je pense que les deux notions, investissement social et mesure d'impact social, appartiennent au même univers de pensée. Cela dit, cet univers, pour moi, est de l'ordre paradigmatique, et pas de l'ordre du comptable. Autrement dit, parler de mesure d'impact ne renvoie pas seulement au questionnement de l'efficience comptable d'une nouvelle logique de fabrique ou de financement de politique sociale ou de l'emploi. À mon sens, l'investissement social et donc une mesure d'impact parle d'autre chose. Cette terminologie, me semble-t-il, parle d'un long travail de la société sur elle-même, aux prises avec des perspectives disruptives, au sens où je l'évoquais tout à l'heure. Cette conviction m'est venue après un détour du
côté des grands textes prescripteurs, ceux qui, depuis la conférence de Rio en 1992 sur l'environnement et le développement, celle qui a introduit notamment l'idée de développement durable, irriguent les feuilles de route. Eh bien, effectivement, ces grands textes prescripteurs irriguent les feuilles de route des grandes réformes dans les pays du monde entier depuis 1992. Ces textes montrent que toute la terminologie de type nouveau dont j'ai parlé tout à l'heure, celle qui circule dans l'espace public supranational depuis près de 30 ans maintenant, se dit être au service d'une transformation radicale des modes de développement et des modes d'organisation sociale. J'ai envie pour ma part de prendre au sérieux cette promesse et dès lors, je renvoie à l'effervescence autour de la terminologie dont on a parlé et notamment de l'investissement social, moi à une mode, comme beaucoup de chercheurs le font, qui a une forte aspiration à jeter les bases d'un nouvel âge démocratique. Face à la dangerosité politique et écologique du modèle de production et de croissance industrialiste, qui donc sévit, on le sait, depuis pas 2 siècles maintenant, et ce, face aux grandes alertes sur le coût écologique et humain du modèle de modernisation porté par les pays développés depuis la même période. J'adhère donc à l'idée que dans cet espace public supranational s'affrontent des logiques politiques, économiques, éthiques, morales et financières, dans des rapports sociaux souvent non inégalitaires, c'est vrai, mais que cet espace public est vivant et depuis quelque temps qu'il montre aussi sa puissance régulatrice. Et me semble-t-il, ce qu'on a vu à Paris avec la COP21 semble le conforter. C'est dans ces textes donc prescripteurs de cet espace de puissance, de délibération et de contestation que s'exprime, à mon sens, la fabrique du sens commun de demain. Et c'est là que j'ai trouvé pour la première fois la notion d'investissement social. Et c'est ainsi que ce qui m'a intéressé, c'est la proposition d'en faire un imaginaire social alternatif à l'imaginaire social des sociétés salariales des premières modernités. Tout en acceptant l'idée, bien sûr, que la notion d'investissement social est et reste encore aujourd'hui un mot méthode. Et qui dit méthode dit méta, après au-delà, et odos, voyage. Un mot méthode est donc une notion qui, en dehors de la certitude d'un point de départ et d'un point d'arrivée, n'entend rien de certain, ni sur le sens de son contenu, ni sur la nature du chemin, ni encore moins sur l'état d'arrivée de ceux qui cheminent. Je trouve qu'en France, on a laissé peu de chance à cette notion d'investissement social, de cheminer. J'entends depuis 2 jours, alors que vous insistez beaucoup sur l'idée de dire c'est neuf, c'est jeune, ça a 2 mois, ça a 6 mois, ben je trouve que non seulement on s'empare tardivement de cette notion, mais on la coupe de sa genèse, de son histoire et des enrichissements issus de son cheminement depuis 30 ans. Résultat, aujourd'hui, en dehors d'espaces institutionnels discrets, un chargé de mission d'investissement social à la CNAF, par exemple, ou élitiste, au centre stratégique, au Conseil économique, social et environnemental, à Sciences Po ou à l'ENS. On parle peu d'investissement social et on s'accorde encore moins sur ce qu'on entend parler. Il est pourtant clair que, par exemple, tant dans les réformes de la RGPP, puis aujourd'hui dans celle de la MAP centrale et territoriale, ou dans les dispositifs de portage et d'action sociale, toutes les réformes qu'on a connues en France depuis 20 ans sont allées puiser à la notion d'investissement social. Dès lors, il m'a semblé envisageable d'aller chercher quel contenu récurrent on pourrait trouver pour définir cette notion. Un contenu sur les objectifs, sur les moyens et sur le mode du financement d'une telle perspective d'investissement social. Alors, je vais essayer de très résumer brièvement ce que je pense avoir trouvé. Eh bien, moi, je mettrais dans les objectifs que c'est avant tout de produire, l'objectif, c'est de produire un individu pour le développement et la croissance, et non l'inverse. Cela signifie ne plus être dans une économie de production de biens manufacturés pour en retirer de quoi permettre aux êtres humains de vivre et d'être protégés, mais à l'inverse,
c'est investir dans la production de l'humain, d'où la sémantique de social. C'est pas qu'on va s'intéresser à l'économique et qu'on va s'intéresser, et que l'investissement maintenant faisait ses profits sur l'économique et maintenant il va faire ses profits sur le social. Non, c'est que l'objectif du développement, c'est plus l'économique, c'est l'humain. Et donc, investir dans la production de l'humain, c'est ça qui est social. Et ce, pour mettre à la disposition des gens une économie d'usage de biens et de services qui les feront vivre et qui les protégeront. Cette logique inversée de développement s'affiche dans une sémantique, la production des potentiels et des possibilités humaines et sociales, qui convoque une figure de l'individu différente, en regard de celle inscrite dans le projet des régimes d'État-providence classiques. Un individu moins assisté, plus autonome, et une autonomie qui s'éloigne de l'injonction à la responsabilité individuelle dans la mesure où l'individu doit être actif, oui, car c'est le citoyen qui doit développer, mais qui ne doit pas être seul face à l'adversité. Ce sont les équipements et les accompagnements qui vont permettre. Et on retrouve là l'idée d'Amartya Sen sur le fonctionnement. Alors, sur les moyens que se donne l'investissement social, moi je mettrais au chapitre des moyens autre chose que peut-être ce qu'on y met d'habitude. Parce que si l'on prend au sérieux la volonté de promouvoir les potentielles possibilités humaines et sociales, on comprend que toutes les interventions, toutes les activités liées à la valorisation du capital humain, qui dans un pays comme la France fait partie de l'activité sociale, eh bien, toutes ces activités sont concernées. Et dans un pays où l'État est fort, cela interpelle fortement le rôle de l'État et le fonctionnement de ses services. Dès lors, cela va supposer de nouvelles logiques de gestion et d'intervention qui signifient notamment de quitter la logique de standardisation des prestations, celle qui s'attache à l'état d'un individu, au profit d'une logique d'intervention sociale, celle qui s'attache aux situations concrètes de la singularité d'une personne. Est-ce qu'on raisonne dans un paradigme ou dans un autre? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, qu'est-ce que cela signifie changer les logiques d'intervention sociale de l'État, de l'action publique? Pour le dire très vite, c'est une logique qui va être centrée sur la personne, qui signifie pour les services de l'État de travailler autrement, non plus sur autrui et avec autrui. Là, je vous renvoie à tous les travaux de Weller, entre autres, sur la magistrature sociale. Une autre logique va se développer, va être obligée de se développer, c'est la logique proactive qui signifie à la fois équiper les gens en amont, ça c'est le rôle de l'intervention de l'État, le rôle du public. Comme je disais tout à l'heure, me semble-t-il, que l'État se désinvestisse pas, parce que là, la logique proactive, elle relève de l'État, qui signifie à la fois équiper les gens en amont pour limiter les conséquences des risques et accompagner tout au long de la vie, tout au long de la vie ne signifiant pas prévention, mais briser l'engrenage de la pauvreté en maintenant, je cite, les trajectoires individuelles dans une succession de cycles de vie à vulnérabilité faible. Ceci pour éviter aux gens soit de rester piégés dans un cycle à vulnérabilité forte, soit d'entrer dans une mobilité à dynamique négative. Donc, cette logique proactive et du ressort de l'État. Et enfin, dernière logique, ça va être une logique de gestion et d'intervention plus participative et plus territorialisée. En fait, qui dit investissement social résonne à l'échelle territoriale, tant c'est ce niveau qui est à même de revaloriser les liens citoyens-institutions publiques. Et on voit bien combien le message passe quand on assiste aujourd'hui à la fois, je vois tous les jours en travaillant en 93 dans les quartiers, quand on assiste à la fois à l'accélération récente des cartes territoriales qui réaffectent les compétences et à l'effervescence des expérimentations partenariales en matière de cohésion sociale ou de solidarité qui rapprochent les initiatives civiles, qui rapprochent l'économie sociale et solidaire et qui rapprochent aussi, avec tous ces gens-là, tous les acteurs des intercommunalités, et ce, dans de nombreux pays, puisque je vois des proximités entre mes travaux et ce qui peut se passer
au Brésil ou en Argentine. Enfin, sur le mode de financement, d'une perspective d'investissement social, je dirais ceci. Contrairement effectivement de ce point de vue-là, je m'éloigne un petit peu de ce dont on parle. Le mode de financement, pour moi, il faut le ramener à autre chose qu'à ces instruments financiers dont vous parlez, parce que toutes les sociétés doivent prévoir un financement de leur état social en adéquation avec les objectifs et les choix des moyens mis en œuvre pour les atteindre. Toutes les sociétés doivent le faire. L'État-providence l'a fait. On connaît le modèle en France. On connaît le modèle en France. Le modèle idéal typique de l'État-providence en France a été l'adossement de son financement au travail. Et pas n'importe comment. Assorti d'une définition du travail étroite et restreinte et travail, l'activité professionnelle, l'emploi et pas autre chose. Donc, et assorti, on adosse le financement sur le travail dans une définition restreinte et assorti à un régime d'activité qu'on connaît et qui est très spécifique. Ce régime d'activité, c'est d'une part, on parle de plein emploi, mais plein emploi restreint à une obligation de travail pour les seuls hommes. Le statut de femme au foyer est encore reconnu dans les catégories d'action publique aujourd'hui. Et d'autre part, un régime d'activité qui consiste à limiter un régime d'activité dit fordiste qui combine utilisation de la force de travail masculine affectée aux activités liées à la production et utilisation de la force de travail féminine prioritairement et secondairement affectée aux activités liées à la reproduction et secondairement liées à la production. Et enfin, un financement de l'État-providence assorti d'un dualisme des transferts sociaux issus de cotisations assurantielles pour ceux qu'on considère comme des actifs participants à la société et de type allocation assistentielle pour ceux qu'on considère alors comme des assistés profitant sans cotiser. La perspective d'investissement social, alors pourquoi ne pas penser la perspective d'investissement social comme on pense la perspective providentielle? C'est ce que je propose. Alors je me dis que là, alors, si on compare effectivement ce que propose l'IS, l'investissement social par rapport à l'État-providence, eh bien, il me semble qu'elle aussi prévoit le financement de son état social en adéquation avec les objectifs et le choix des moyens mis en œuvre pour les atteindre. Comment? Cette perspective propose d'adosser son financement au travail, mais en opérant des ruptures significatives. On adosse le financement au travail, mais on l'assortit d'une définition beaucoup plus large du travail qui inscrit dans le rapport salarial des activités non professionnelles. J'ai de ce point de vue beaucoup travaillé sur le congé parental qui montre bien ce basculement. On a sorti aussi un régime d'activité novateur dans l'investissement social qui consiste d'une part à penser au départ une participation de tous, notamment sans critères sexués, à la sphère professionnelle et qui consiste d'autre part à légitimer un nouveau régime d'activité qui parle moins de plein emploi que de société inclusive. Alors, cela va, de mon point de vue, au-delà de la simple hausse des taux d'emploi et au-delà de la notion d'activation des dépenses passives. Cela inclut toute une problématique que l'on peut nommer celle de la contribution, qui reprend à son compte l'aspiration citoyenne d'une participation active de la société de tous les exclus du noyau dur du rapport salarial. Et enfin, le financement de l'investissement social tend à vouloir dépasser les effets stigmatisants de l'exclusion du système contributif en diluant la frontière entre assurance et assistance. Cela s'exprime par une tendance à permettre le cumul des revenus, allocations, salaires, et par des formes de rétribution d'autres engagements socialement utiles, comme je l'ai vu dans la mise en forme des nouveaux congés parentaux, ou on pourrait dire dans des programmes parcours, par exemple pour les jeunes, comme le Civis qui n'existe plus maintenant, mais comme des programmes autour des engagements ou des réserves citoyennes. Tout se passe comme s'il s'agissait alors de mettre au cœur des enjeux de la productivité, de la croissance et de la compétition, la production de tout ce qui contribue à améliorer la machine humaine. Dans cette perspective, les activités liées à la valorisation du capital humain, personnel, d'enseignement, de formation, de profession culturelle, métiers de la santé, de l'action et de l'intervention sociale,
métiers d'accueil de la petite enfance, métiers de service à la personne et au ménage à domicile. Et bien dans cette perspective, tous ces métiers donc de production d'activités, de la valorisation du capital humain peuvent représenter les activités stratégiques de demain en termes d'emploi et donc, à ce titre, et bien que restant des espaces à faible rentabilité, deviendraient des espaces essentiels à valoriser en termes de croissance et de progrès. Alors si on accepte ces analyses, il est certain que les chantiers de réforme attachés à la perspective d'investissement social sont plutôt de bonnes nouvelles, de mon point de vue, et notamment parce que c'était le titre de ma communication, pour l'égalité homme-femme. Pourquoi? Parce que, et je finis par là, en effet, les études féministes ont depuis longtemps montré que la couverture providentielle des risques ignore, voire oublie, c'est toutes les études féministes des régimes d'état-providence de Spinoza Andersen, ignore, voire oublie, les situations qu'elle n'a jamais eu pour mission de protéger. Il en va ainsi notamment du grand risque de déstabilisation professionnelle et donc de perte d'autonomie des mères assignées prioritairement par le système à la prise en charge des tâches domestiques et familiales. Dès lors, en élargissant le périmètre du travail, en concevant la contribution à des activités socialement utiles comme un principe central de la protection sociale de demain, la cohérence du régime d'activité et d'état social lié à l'investissement social fera mieux, me semble-t-il, en matière d'égalité des sexes. C'est là-dessus que je travaille, parce que je travaille là-dessus notamment avec Bernard Fuselier, qui anime avec moi un réseau de l'AFS sur les transformations de la relation travail-famille et la conciliation. Et nous travaillons là-dessus en ce moment, dans le paradigme investissement social, nous voyons le socle organisationnel d'une société salariale alternative qu'on pourrait appeler une société contributive. Si l'on met en regard les deux figures de société, salariale et contributive, je dirais en mode très stylisé que la société salariale s'adosse donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à une logique providentielle qui, dans ses principes, mobilise les individus dans une partition sexuée et hiérarchisée, où et dans cette société, seule la sphère marchande est définie comme une sphère productive de valeur, reconnue par le PIB, je renvoie là aux travaux de Florence, et pourvoyeuse, seule la sphère marchande est pourvoyeuse de revenus directs, et ce revenu est le salaire. Par ailleurs, le principe structurant de la société salariale et de cette organisation est le paradigme de l'emploi typique, où la figure forte est le travailleur libre, disponible à plein temps tout au long de la vie pour la sphère de production, où la protection sociale passe par des assurances et des services publics au service d'un intérêt dit général et envers des administrés qui n'ont pourtant pas tous les mêmes intérêts, et où la vision de l'économie est ou tout marché ou tout État, ce qui exclut de fait toute une sphère d'activité informelle qui existe en France comme ailleurs, et encore plus en France qu'avant, avec les crises économiques récurrentes qui s'amplifient. Alors que la société, ça c'est la société qu'on connaît aujourd'hui, il me semble qu'on va vers une société contributive, et celle qui pourrait advenir pourrait rebattre les cartes de manière intéressante, me semble-t-il, du point de vue égalité des femmes. Hommes-femmes, pourquoi? Parce que la société, donc contributive, s'adosserait à une logique d'investissement social qui, dans ses principes, mobilise tous les individus dans toutes les sphères d'activité d'échange social, personnel, solidaire, politique, civil, professionnel, parental, marchandisé et ou démarchandisé, et ce, sans instrumentalisation de sexe, d'âge ou de vulnérabilité, grâce au principe de portage des capacités tout au long de la vie. Dans cette société contributive, toutes les sphères d'activité sont donc productrices de valeur, selon des nouveaux indicateurs de richesse, bien sûr, et pourvoyeurs de revenus en argent ou en unité de compte ouvrant à des droits et ou des compléments de revenus. Et je signale qu'en janvier 2017 va être mis en place le compte personnel d'activité qui va comptabiliser en ces termes. Ici, le principe structurant de cette organisation n'est plus le paradigme de l'emploi, mais autre chose, dont la figure forte n'est plus le travailleur libre et disponible tout au long de la vie, qui exclut complètement donc les femmes qui ont, elles, en charge prioritairement la famille, mais toute personne qui peut et souhaite mobiliser sa force de travail
selon sa disponibilité et ses capacités dans une des sphères d'activité de la société. Et là, hommes et femmes auront le choix de s'engager. Ici, la reconnaissance du travail n'est plus le salaire, mais le revenu décent, dont la définition et le contenu, bien sûr, doivent être discutés, négociés et garantis par un ordre collectif. Ici, la protection sociale passe par des services garantis par l'État sur les grands risques de la vie, mais aussi par des solidarités civiles au service de l'intérêt collectif, garanties par l'État, mais pas mises en œuvre forcément par l'État, dont certains, mais bien sûr pas toutes, seront donc peut-être financés par des nouveaux outils comme les dont on a parlé, mais pas seulement. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc je dirais donc pour conclure qu'en ramassant sous un même état professionnel beaucoup d'engagement d'activité des gens, en effaçant progressivement les frontières stigmatisantes entre travailleurs au travail, entre actifs et inactifs, entre chômeurs et incapables au travail, pour toutes ces raisons, une telle société qui puise son organisation au paradigme de l'investissement social me semble vaincre beaucoup d'obstacles qui existent encore aujourd'hui à l'égalité entre hommes et femmes, et à ce titre semble être une ouverture vers une redéfinition en profondeur de l'ordre du genre. Et ce au profit des femmes, mais aussi des hommes, bien sûr, car si le logiciel envisage pour les hommes et les femmes la possibilité de rééquilibrer les temps sociaux tout au long de la vie autour de la pluralité croissante des engagements et des modes d'exercice de ces engagements, eh bien c'est aussi une bonne nouvelle pour les hommes. Donc, vous l'aurez compris, je suis surtout intéressée par une acception non comptable et plus globale de l'IS, de l'investissement social, et cette lecture de l'IS me semble compatible avec la notion de mesure d'impact, voire même avec la notion de rentabilité, comme peut être rentable le fait de mettre aux commandes des activités liées à la valorisation du capital humain, en renvoyant comme peut être rentable aussi cette nouvelle façon de lutter contre la pauvreté par le maintien des capacités, si l'on pense à la restauration et à la récupération de forces de travail disponibles chez tous les exclus de l'emploi que cette orientation promet. Cela dit, il est certain, comme je l'ai dit, que le sens de la perspective d'investissement social est loin d'être stabilisé. L'introduction en France d'outils financiers comme les CIB fait même soupçonner plus d'un que l'expérimentation sociale adossée à de l'investissement financier privé pourrait être le nouvel Eldorado de gros retours sur investissement. Alors pour cela, je dirais juste que l'investissement social est intéressant aussi parce que le capitalisme est celui que dans cette perspective. Et c'est peut-être une bonne nouvelle, on voit en effet que le marché est en train de faire main basse sur l'économie collaborative, sur l'entrepreneuriat social, mais avec un garde-fou extraordinaire. Pour être rentable dans ces domaines, on a intérêt, au sens fort et économique du terme, à être vertueux, c'est-à-dire à avoir des résultats tangibles, donc à réussir dans les projets sociaux sur lesquels on a investi. Une nécessité qui s'adapte donc, me semble-t-il, à la violence économique et peut-être une voie de progression vers une autre économie plus durable, plus équitable.